Le 15 juillet 2019, deux amis passionnés de montagne, Clovis Beaumont et Léandre Fontaine, disparaissent sans laisser de traces lors d'un camping dans les Pyrénées françaises. Pendant 3 longues années, leurs familles vivent dans l'incertitude la plus totale. Aucune piste, aucun indice, aucune explication plausible. Les recherches sont abandonnées, le dossier classé sans suite. Mais en mars 2022, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des équipements de surveillance sismique installés pour détecter les risques d'éboulement captent des sons étranges provenant des profondeurs d'une gorge isolée, des sons mécaniques, répétitifs, qui n'ont rien de naturel. Ce que révélera cette découverte dépassera l'entendement et bouleversera à jamais notre compréhension de ce qui peut se cacher dans les recoins les plus inaccessibles de nos montagnes. Comment 2 hommes peuvent-ils survivre 3 ans dans les Pyrénées sans être retrouvés? Et surtout, que signifient ces bruits mystérieux qui résonnent encore aujourd'hui dans les entrailles de la montagne? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre cette affaire extraordinaire, il faut d'abord connaître les protagonistes et le cadre où leur vie a basculé. Les Pyrénées françaises, cette chaîne montagneuse qui s'étend sur 430 km entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, constitue un terrain d'aventure privilégié, mais aussi terriblement dangereux. La région de Cotterêts, située dans le département des Hautes-Pyrénées, attire chaque année des milliers de randonneurs et d'alpinistes. Cette commune de 1000 habitants environ, nichée à 950 mètres d'altitude, sert de porte d'entrée vers le parc national des Pyrénées, un territoire sauvage de 45 000 hectares où la nature règne en maître absolu. C'est dans cet environnement spectaculaire mais impitoyable que Clovis Beaumont et Léandre Fontaine avaient prévu de passer une semaine de vacances en juillet 2019. Clovis, âgé de 29 ans, travaillait comme météorologue à Météo France depuis 5 ans au centre régional de Toulouse-Francazal. Spécialisé dans l'étude des phénomènes climatiques de montagne, il rédigeait régulièrement les bulletins d'avalanche pour les Pyrénées centrales et connaissait mieux que quiconque les caprices météorologiques de cette région. Sa thèse de doctorat en climatologie, soutenue 3 ans plus tôt à l'université Paul Sabatier, portait sur l'évolution des précipitations nivales dans le massif pyrénéen face au réchauffement climatique. Grand, mince, avec des cheveux châtains toujours en bataille et des yeux verts perçants derrière des lunettes de vue discrètes, Clovis était un passionné d'escalade depuis l'adolescence. Il avait gravi la plupart des sommets pyrénéens, du pic du Midi d'Ossau au Vignemale, en passant par les arêtes techniques du cirque de Gavarnie. Sa réputation dans le milieu montagnard toulousain était solidement établie. Guides et accompagnateurs le sollicitaient régulièrement pour ses analyses météorologiques précises qui permettaient d'optimiser les fenêtres d'ascension. Cette expertise lui avait valu de participer à plusieurs expéditions de secours en montagne, comme consultant bénévole, apportant son éclairage scientifique aux équipes de la gendarmerie. Ses collègues de Météo France appréciaient sa rigueur scientifique et sa capacité à vulgariser les phénomènes complexes. Chaque matin, il arrivait au bureau à 7 heures précises pour analyser les modèles de prévision numérique, croisant les données satellitaires avec ses propres observations de terrain. Cette méthode de travail, mêlant haute technologie et connaissances empiriques, lui permettait d'établir des prévisions d'une fiabilité remarquable pour les zones de montagne, réputées difficiles à prévoir. Son ami Léandre Fontaine, de 2 ans son aîné, évoluait dans un domaine complètement différent mais tout aussi technique. Ingénieur du son freelance, il travaillait principalement pour des productions audiovisuelles et des studios d'enregistrement toulousains. Léandre était un homme méticuleux, presque obsessionnel, dans sa recherche de la perfection acoustique. De taille moyenne, avec une barbe soigneusement taillée et des lunettes à monture épaisse, il possédait une ouïe exceptionnellement développée qui lui permettait de détecter les nuances sonores les plus subtiles.
Cette sensibilité auditive particulière l'amenait souvent à enregistrer les sons de la nature lors de ses escapades en montagne, constituant une impressionnante bibliothèque sonore des Pyrénées. Les deux hommes s'étaient rencontrés 6 ans plus tôt lors d'une randonnée organisée par un club de montagne toulousain. Malgré leurs personnalités différentes, Clovis plus spontané et aventureux, Léandre plus réfléchi et prudent, ils avaient développé une amitié solide basée sur leur amour commun de la montagne. Chaque été, ils organisaient ensemble une expédition d'1 semaine dans les Pyrénées, explorant de nouveaux secteurs et repoussant leurs limites personnelles. L'été 2019 ne devait pas déroger à cette tradition. Les deux amis avaient soigneusement planifié leur séjour, choisissant un itinéraire ambitieux mais réalisable qui les mènerait du cirque de Gavarnie jusqu'au massif du Néouviel, en passant par plusieurs cols d'altitude. Clovis avait étudié les prévisions météorologiques avec son expertise professionnelle, confirmant une fenêtre de beau temps stable pour la 2e quinzaine de juillet. Léandre, de son côté, avait préparé son équipement d'enregistrement portable, espérant capturer les échos particuliers des cirques glaciaires et peut-être surprendre les cris des marmottes dans leur environnement naturel. Leur plan était simple, mais bien rodé. Partir de Cauterets le lundi 15 juillet, établir leur camp de base dans la vallée de l'Utour, puis rayonner chaque jour vers des objectifs différents avant de redescendre le dimanche 21 juillet. Ils connaissaient cette région comme leur poche, ayant déjà exploré plusieurs de ces vallées secondaires lors de précédentes expéditions. Leur équipement était à la hauteur de leur expérience. Tente 4 saisons, sacs de couchage, adaptés aux nuits fraîches d'altitude, matériel de cuisine compact et efficace, trousse de premiers secours complète, moyens de communication d'urgence. La famille de Clovis connaissait bien cette passion dévorante pour la montagne. Sa sœur Margot, géologue de formation et de 3 ans sa cadette, partageait cette fascination familiale pour les sciences de la Terre, même si elle préférait étudier les roches depuis son laboratoire plutôt que de les escalader. Leurs parents, maintenant à la retraite, avaient toujours encouragé cette passion, tout en restant inquiets des risques inhérents à l'alpinisme. Chaque départ était accompagné des mêmes recommandations de prudence et des mêmes promesses de donner régulièrement des nouvelles. Du côté de Léandre, la situation familiale était plus complexe. Célibataire endurci, il entretenait des relations distantes avec ses parents, retraités dans le lot. Sa passion pour la montagne et son travail artistique constituaient son univers personnel, un monde que peu de gens de son entourage comprenaient vraiment. Seuls quelques amis proches, comme Clovis, partageaient sa vision de la vie et ses centres d'intérêt. Le lundi 15 juillet 2019, à 6 heures du matin précise, Clovis récupère Léandre à son domicile toulousain avec son 4x4 équipé pour les expéditions en montagne. Le trajet jusqu'à Cauterets se déroule dans l'ambiance habituelle de leur départ. Vérification minutieuse de l'équipement, discussion des objectifs de la semaine, écoute des derniers bulletins météorologiques. Clovis confirme ses prévisions initiales. Anticyclone stable sur les Pyrénées, température douce, vent faible, conditions idéales pour leur programme. Ils atteignent Cauterets vers 9h30, s'arrêtent au bureau d'information du parc national pour signaler leur présence et récupérer les dernières informations sur l'état des sentiers. L'employé, un montagnard expérimenté qu'ils connaissent depuis plusieurs années, leur confirme que tous les itinéraires prévus sont praticables. Quelques éboulements mineurs ont été signalés sur certains passages, mais rien qui puisse compromettre leur progression. Il leur remet également un bulletin d'information sur les précautions à prendre face aux orages d'altitude, même si aucun n'est prévu dans les jours à venir. Vers 10 heures, ils entament la montée vers la vallée de l'Utour par le sentier balisé qui part directement du village. Leur charge est lourde, environ 25 kilos chacun, mais ils ont l'habitude de porter du poids en montagne. Le rythme est soutenu, mais mesuré. Ils échangent régulièrement sur les paysages qui se dévoilent à mesure qu'ils gagnent en altitude. Léandre s'arrête plusieurs fois pour capturer des ambiances sonores particulières. Le grondement lointain d'une cascade, l'écho d'un cri de rapace entre les parois rocheuses, le sifflement du vent dans les éboulis.
L'installation du campement, vers 15 heures, se déroule selon leur rituel habituel. Ils choisissent un emplacement plat et protégé à 1400 mètres d'altitude, près d'un torrent mais suffisamment éloigné pour éviter les nuisances sonores nocturnes. Clovis monte sa tente bleue 2 places, tandis que Léandre préfère sa petite tente orange individuelle, qui lui garantit le silence nécessaire à ses enregistrements matinaux. L'organisation du campement révèle leur expérience. Cuisine installée dans une zone rocheuse pour éviter les risques d'incendie, réserve d'eau positionnées à l'ombre, équipements sensibles protégés dans des sacs étanches. Les 2 premières journées se déroulent exactement comme prévu. Le mardi, ils gravissent le pic de Caballeros par sa voie normale, une ascension technique mais classique qui leur permet de retrouver leurs automatismes d'équipe en terrain rocheux. Léandre profite du sommet pour réaliser une série d'enregistrements des échos dans le cirque de Gavarnie, visible au loin. Clovis, lui, observe et note les formations nuageuses, confirmant la stabilité de ses prévisions météorologiques. Le mercredi 17 juillet, ils attaquent un objectif plus ambitieux, la traversée du col des Mulets vers le lac d'Estom. Cette randonnée de haute montagne, longue et exigeante, les occupe toute la journée. Ils croisent quelques autres randonneurs en début de matinée, échangent des informations sur l'état des sentiers et les conditions de neige en altitude. Un couple de retraités allemands leur indique avoir observé des traces fraîches d'isards près du lac. Information qui réjouit particulièrement Léandre, toujours à l'affût de nouveaux sons à enregistrer. Le retour au camp se fait en fin d'après-midi, sous une lumière dorée qui sublime les paysages environnants. Ils dînent tranquillement en échangeant sur les expériences de la journée, planifient l'objectif du lendemain, une exploration de la vallée secondaire de Géret, secteur moins fréquenté qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de visiter ensemble. Clovis consulte ses cartes topographiques à la lampe frontale, trace l'itinéraire optimal en tenant compte du relief et des points d'eau. Léandre vérifie et nettoie son matériel d'enregistrement, remplace les batteries, teste les différents micros. Il se couche vers 22 heures, fatigué mais satisfait. La nuit est claire et fraîche, typique des nuits d'été en altitude dans les Pyrénées. Vers 3 heures du matin, Clovis est brièvement réveillé par un bruit qu'il identifie comme le passage d'un groupe d'animaux, probablement des sangliers descendant s'abreuver au torrent. Phénomène courant en montagne, ils se rendorment aussitôt sans y accorder d'importance particulière. Le jeudi 18 juillet marque le début de l'inexplicable. Les 2 hommes se lèvent à 6 heures selon leur habitude, prennent un petit déjeuner consistant et préparent leur équipement pour la journée. Contrairement à leur sortie précédente, ils ne prévoient pas de rentrer au camp pour déjeuner, emportant donc des provisions pour toute la journée et de quoi s'hydrater abondamment. Léandre glisse dans son sac son matériel d'enregistrement habituel, enregistreur numérique haute qualité, micro directionnel, casque de monitoring, batterie de rechange. Vers 7h30, ils quittent leur campement en direction de la vallée de Géret. Le sentier, moins entretenu que les axes principaux, demande plus d'attention, mais reste parfaitement praticable. Ils progressent d'un bon rythme, s'arrêtant régulièrement pour admirer des points de vue exceptionnels sur les sommets environnants. Vers 10 heures, ils atteignent un embranchement où le sentier principal se divise en 2 branches. L'une continue vers le fond de vallée, l'autre remonte vers un col secondaire. D'après leur carte, les 2 itinéraires sont intéressants, mais le col offre des panoramas plus spectaculaires. Ils choisissent donc cette option, même si elle implique un dénivelé plus important. Cette décision, anodine sur le moment, aura des conséquences dramatiques qu'ils sont loin d'imaginer. La montée vers le col se révèle plus difficile que prévu. Le sentier peu fréquenté disparaît par endroits dans les éboulis. Ils doivent plusieurs fois s'arrêter pour retrouver la trace, s'aider mutuellement dans les passages les plus délicats. Léandre, moins à l'aise que Clovis en terrain rocheux instable, ralentit progressivement l'allure. Vers midi, ils font une pause déjeuner dans un renfoncement rocheux qui les protège du vent qui s'est levé. C'est à ce moment précis que leurs téléphones portables perdent définitivement le réseau. Phénomène courant dans cette région où la couverture est très inégale selon les vallées et l'altitude.
Ils n'y accordent aucune importance particulière, leur famille étant habituée à ne pas avoir de nouvelles pendant plusieurs jours lors de leurs expéditions en montagne. Après le déjeuner, ils reprennent la progression vers le col. Le terrain devient progressivement plus difficile, alternant passages rocheux et couloirs de pierriers instables. Vers 14 heures, ils atteignent enfin leur objectif. Un col étroit, à 2100 mètres d'altitude, qui offre effectivement des vues panoramiques exceptionnelles sur les vallées environnantes. Léandre profite de cet environnement acoustique particulier pour réaliser plusieurs enregistrements, particulièrement intéressé par les échos complexes qui se répercutent entre les différentes parois rocheuses. La suite des événements reste à jamais gravée dans le mystère le plus total. D'après les reconstitutions ultérieures, ils entament la descente vers 15h30, prévoyant de regagner leur campement par un itinéraire de vallée différent de celui de la montée. Cette boucle figure bien sur leur carte et présente l'avantage de leur faire découvrir de nouveaux paysages tout en évitant de repasser par les passages délicats de la montée. Mais à partir de cet instant, plus aucune trace de leur passage ne sera jamais retrouvée. Ni matériel abandonné, ni traces de pas dans les zones meubles, ni témoignages d'autres randonneurs. Comme si la montagne les avait purement et simplement engloutis dans ses profondeurs les plus secrètes. L'alerte est donnée le dimanche 21 juillet au soir, quand Clovis ne se présente pas au rendez-vous, fixé avec sa sœur Margot, pour le retour sur Toulouse. Inquiète, mais pas encore paniquée, les retards sont fréquents en montagne. Elle contacte d'abord les gendarmes de Cauterets pour s'assurer qu'aucun incident n'a été signalé dans la région. Le brigadier-chef Martin Delacroix, habitué aux disparitions temporaires de randonneurs, la rassure initialement. Les conditions météorologiques ont été excellentes toute la semaine. Aucun accident n'a été rapporté et l'expérience des deux hommes plaide en faveur d'un simple retard. Mais quand le lundi matin arrive sans nouvelles, l'inquiétude devient légitime. Margot se rend personnellement à Cauterets, accompagnée des parents de Clovis. Ensemble, ils remontent jusqu'au parking où devait être garé le véhicule de son frère. Le 4x4 Toyota gris est effectivement là, exactement où Clovis l'avait laissé 6 jours plus tôt. À l'intérieur, ils découvrent les clés de contact, le portefeuille de Clovis contenant ses papiers d'identité et sa carte bancaire, ainsi qu'un sac plastique avec des vêtements de rechange pour le retour. Cette découverte déclenche immédiatement l'activation du protocole de recherche en montagne. Le peloton de gendarmerie de haute montagne de Tarbes est alerté, ainsi que les équipes cynophiles, spécialisées dans la recherche de personnes disparues. Le capitaine Bernard Lacroix, officier expérimenté de 52 ans qui coordonne les opérations de secours dans cette partie des Pyrénées depuis plus de 15 ans, prend personnellement en charge l'enquête. Les premières recherches se concentrent logiquement sur l'itinéraire déclaré par les deux hommes auprès du bureau du parc national. Une équipe de 6 gendarmes spécialisés, accompagnés de 2 maîtres chiens, remonte la vallée de Lutour jusqu'à l'emplacement probable du campement. Ils découvrent effectivement les traces de leur installation. Rectangles d'herbe tassées correspondant à l'emplacement des tentes, cercles de pierres noircies marquant l'emplacement du réchaud, quelques détritus soigneusement enfouis selon les règles du camping en montagne. L'examen de cette zone ne révèle aucun signe de lutte, de départ précipité ou de problème particulier. Au contraire, tout indique un campement installé dans les règles, utilisé plusieurs jours et abandonné de manière ordonnée. Les gendarmes relèvent quelques traces de pas dans les zones de terre meubles, correspondant effectivement à des chaussures de randonnée pointure 42 et 44, soit les tailles portées par Clovis et Léandre. Pendant 3 semaines, les recherches s'intensifient selon une progression méthodique qui couvre progressivement tous les secteurs accessibles depuis leur camp de base. Hélicoptères de la gendarmerie, équipes au sol, maîtres chiens, bénévoles du secours en montagne, tous participent à cette mobilisation exceptionnelle qui mobilise jusqu'à 40 personnes simultanément sur le terrain. Chaque sentier, chaque couloir, chaque éboulis suspect est minutieusement exploré.
L'hypothèse privilégiée par les enquêteurs est celle d'un accident lors d'une sortie à la journée depuis leur campement. Chute dans un couloir rocheux, glissade dans un torrent en crue, éboulement localisé, les possibilités ne manquent pas dans ce terrain accidenté. Mais aucune trace, aucun équipement, aucun indice ne vient étayer cette théorie pourtant la plus logique. Margot Beaumont refuse d'accepter cette explication. Géologue de formation, elle connaît suffisamment la montagne pour savoir qu'un accident grave laisse toujours des traces, surtout quand il implique deux personnes expérimentées portant du matériel volumineux. Elle obtient l'autorisation d'accompagner certaines équipes de recherche, apportant son expertise scientifique à l'analyse du terrain. Sa connaissance des structures géologiques lui permet d'identifier les zones où un éboulement récent aurait pu se produire. Mais les examens détaillés ne révèlent aucune modification récente des formations rocheuses. Au bout d'un mois, les recherches officielles sont progressivement réduites puis suspendues. Le dossier reste ouvert, mais les moyens importants déployés initialement sont redéployés sur d'autres missions. Cette décision, bien que compréhensible d'un point de vue logistique, provoque l'incompréhension et la colère des familles qui se sentent abandonnées par les autorités. Les parents de Clovis, âgés respectivement de 68 et 65 ans, vivent très difficilement cette épreuve. Sa mère, ancienne institutrice habituée à avoir le contrôle sur les situations, sombre dans une dépression qui nécessite un suivi médical. Son père, ingénieur retraité de formation rationnelle, se lance dans une quête obsessionnelle d'explications logiques, passant des heures à étudier les cartes topographiques et les bulletins météorologiques de la période, cherchant l'indice qui aurait échappé aux professionnels. Margot, elle, canalise son énergie dans une démarche plus active. Elle prend un congé sans solde de son poste au BRGM pour se consacrer entièrement aux recherches. Pendant 6 mois, elle arpente systématiquement tous les secteurs des Pyrénées centrales, interroge les bergers, les gardiens de refuge, les guides de montagne. Elle constitue un réseau informel d'informateurs qui lui signalent immédiatement toute découverte suspecte. Équipements abandonnés, ossements, traces inhabituelles. Cette investigation privée l'amène à découvrir des aspects méconnus de la montagne pyrénéenne. Elle apprend l'existence de réseaux de grottes non répertoriés, de passages utilisés par des contrebandiers jusqu'aux années 70, de cabanes de bergers abandonnées dans des secteurs reculés. Chaque piste est méthodiquement explorée, chaque hypothèse vérifiée avec la rigueur scientifique qui caractérise sa formation de géologue. Du côté de Léandre, la situation familiale complique encore les choses. Ses parents, vivant dans le lot et entretenant des relations distantes avec leur fils depuis des années, ne comprennent pas l'ampleur de sa passion pour la montagne. Ils participent aux recherches initiales, mais retournent rapidement à leur routine quotidienne, considérant que leur fils adulte était libre de ses choix et responsable des conséquences. Cette attitude provoque des tensions avec la famille Beaumont, qui ne peut accepter une telle résignation. Les collègues de travail des deux hommes organisent également des actions de recherche. Les services de Météo France, où travaillait Clovis, mettent à disposition leurs données météorologiques détaillées et leurs hélicoptères de reconnaissance. Plusieurs météorologues spécialisés dans les phénomènes de montagne participent bénévolement aux recherches, apportant leur expertise dans l'analyse des conditions qui ont pu influencer les déplacements des deux hommes. L'industrie audiovisuelle toulousaine, où évoluait Léandre, se mobilise également. Ses collègues ingénieurs du son organisent des expéditions utilisant du matériel d'écoute ultra-sensible, espérant détecter d'éventuels signaux de détresse ou bruits suspects dans les vallées reculées. Ces tentatives, bien qu'émouvantes par leur motivation, ne donnent aucun résultat concret. Au fil des mois puis des années, l'affaire s'enlise dans l'indifférence générale. Les médias locaux, qui avaient initialement relayé l'information, cessent de s'y intéresser face à l'absence de développement nouveau. Seules les familles continuent de porter cette douleur, transformant leur existence en attente permanente d'un hypothétique dénouement. Margot reprend finalement son travail au BRGM début 2021, mais reste en contact étroit avec le capitaine Lacroix.
Ce dernier, touché par la détermination de la jeune femme et par l'étrangeté de cette disparition, lui promet de la tenir informée immédiatement si le moindre élément nouveau apparaît. Il avoue d'ailleurs que cette affaire le hante professionnellement. En 15 ans de carrière dans le secours en montagne, il n'a jamais été confronté à une disparition aussi complète, aussi dénuée d'explications rationnelles. Le vendredi 4 mars 2022, Margot Beaumont travaille dans son bureau du BRGM à Orléans sur une étude de stabilité des versants rocheux dans les Alpes quand son téléphone sonne. L'appelant se présente comme le docteur Émilien Charvet, sismologue à l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. Il lui explique qu'il a obtenu ses coordonnées par l'intermédiaire du capitaine Lacroix, car une découverte récente pourrait avoir un lien avec la disparition de son frère. Depuis janvier 2022, explique le docteur Charvet, l'Observatoire a installé un réseau expérimental de capteurs sismiques dans plusieurs vallées pyrénéennes pour détecter précocement les risques d'éboulement et de glissement de terrain. Ces équipements ultrasensibles, financés par un programme européen de prévention des risques naturels, peuvent détecter les moindres vibrations du sol et les analyser pour en déterminer l'origine. L'un de ces capteurs, installé dans la vallée de Géret, exactement le secteur où Clovis et Léandre avaient prévu de randonner le jour de leur disparition, enregistre depuis plusieurs semaines des signaux acoustiques inhabituels. Il ne s'agit pas de phénomènes sismiques naturels comme des micro-secousses ou des mouvements de terrain, mais de sons répétitifs et réguliers qui évoquent plutôt une activité mécanique. Au début, les sismologues ont pensé à un dysfonctionnement de leur matériel ou à des interférences avec des équipements industriels. Mais après vérification, les capteurs fonctionnent parfaitement et aucune activité industrielle n'est recensée dans un rayon de plusieurs kilomètres. Plus troublant encore, ces sons ne sont pas constants. Ils apparaissent par séquences de plusieurs heures, généralement en journée, avec des pauses qui peuvent durer plusieurs jours. L'analyse spectrale de ces enregistrements révèle des caractéristiques très particulières. Les fréquences correspondent à des impacts répétitifs d'objets métalliques sur de la roche, alternant avec des bruits de frottement qui évoquent le déplacement d'objets lourds. Le rythme trop régulier pour être naturel suggère une activité humaine organisée et méthodique. Le docteur Charvet précise que la localisation exacte de ces sons pose un problème technique complexe. Le relief accidenté de la vallée de Géret provoque de multiples échos et réflexions qui rendent difficile la triangulation précise. Cependant, les calculs indiquent que l'origine se situe quelque part dans une gorge profonde et étroite, pratiquement inaccessible, située à environ 2 kilomètres du sentier principal. Cette information bouleverse Margot. La vallée de Géret correspond exactement au secteur que son frère et Léandre avaient prévu d'explorer le 18 juillet 2019, jour de leur disparition. Cette coïncidence géographique ne peut pas être fortuite, surtout associée à des bruits mécaniques inexpliqués dans une zone réputée totalement inhabitée. Dès le lendemain matin, Margot prend contact avec le capitaine Lacroix pour l'informer de cette découverte. L'officier de gendarmerie, initialement sceptique, change d'attitude quand il réalise la précision de la localisation et la nature des sons enregistrés. Il accepte d'organiser une reconnaissance terrestre de la zone, même si l'accès s'annonce particulièrement difficile. Le mardi 8 mars, une équipe réduite composée du capitaine Lacroix, de 2 gendarmes spécialisés en progression verticale, de Margot et du docteur Charvet, se rend sur le terrain. Ils utilisent un hélicoptère pour survoler d'abord la zone et tenter de repérer des indices visuels. Mais la gorge profonde où semblent provenir les sons est tellement étroite et encaissée qu'il est impossible d'y voir quoi que ce soit depuis les airs. L'approche terrestre confirme les difficultés pressenties. Pour atteindre la gorge en question, il faut d'abord remonter la vallée de Géret sur plusieurs kilomètres, puis descendre dans un couloir rocheux extrêmement raide et instable. Le secteur n'a manifestement jamais été exploré de manière approfondie, ce qui explique qu'il ait échappé aux recherches initiales. Pendant que les gendarmes préparent le matériel de progression, le docteur Charvet
active son matériel d'écoute portable pour tenter de capter directement les sons mystérieux. Vers 14 heures, alors qu'il progresse difficilement dans l'éboulis qui mène vers la gorge, des bruits métalliques distincts résonnent effectivement depuis les profondeurs invisibles du canyon. L'émotion de Margot est indescriptible quand elle entend ces sons de ses propres oreilles. Après 2 ans et demi d'espoir et de désespoir alternés, voici enfin une piste concrète, un élément tangible qui pourrait expliquer la disparition de son frère. Les bruits sont exactement tels que les a décrits le sismologue. Rythmés, métalliques, évoquant indiscutablement une activité humaine organisée. Face à cette découverte exceptionnelle, le capitaine Lacroix décide de suspendre l'exploration immédiate et de redescendre organiser une opération d'envergure. La progression dans cette gorge nécessite du matériel spécialisé et des effectifs importants. Surtout si des personnes se trouvent effectivement dans cette zone reculée depuis près de 3 ans, leur situation nécessite une approche extrêmement prudente. De retour à Cauterets, une réunion d'urgence est organisée avec les responsables du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées. La situation est inédite. Les sons enregistrés suggèrent une présence humaine dans une zone supposée totalement inaccessible, exactement dans le secteur où 2 hommes ont disparu sans laisser de traces. Toutes les hypothèses sont envisagées, de la plus optimiste. Clovis et Léandre auraient survécu dans des conditions extraordinaires, à la plus inquiétante. Ils seraient retenus contre leur volonté. Le colonel Philippe Durand, commandant du groupement, décide d'engager des moyens exceptionnels pour cette opération. Une équipe du groupe d'intervention en montagne de la gendarmerie nationale est dépêchée depuis Chamonix, avec du matériel de progression verticale et d'écoute ultra-sensible. Un hélicoptère médicalisé est placé en alerte, ainsi qu'une équipe de négociateurs spécialisés dans les prises d'otages, même si cette hypothèse paraît improbable dans un tel environnement. Pendant les 48 heures nécessaires à l'organisation de cette opération, le docteur Charvet maintient une surveillance continue des signaux acoustiques grâce à son réseau de capteurs. Il constate que les bruits mécaniques suivent un rythme quasi quotidien. Ils commencent généralement vers 8 heures du matin, continuent par intermittence jusqu'en milieu d'après-midi, puis cessent complètement jusqu'au lendemain. Cette régularité évoque un rythme de travail organisé, ce qui renforce l'hypothèse d'une activité humaine délibérée. L'analyse spectrographique des derniers enregistrements permet également d'identifier de nouveaux éléments troublants. Au-delà des bruits métalliques principaux, on peut distinguer occasionnellement des sons plus ténus qui évoquent des voix humaines, bien que leur contenu reste indéchiffrable. Plus inquiétant encore, certaines séquences révèlent des bruits de moteurs ou de groupes électrogènes, ce qui suppose l'existence d'une installation technique dans cette zone réputée vierge de toute construction. Margot vit ses 48 heures d'attente dans un état de tension extrême. Après 2 ans et demi sans la moindre piste crédible, voici que surgit une possibilité concrète de retrouver son frère vivant. Mais cette perspective, aussi merveilleuse soit-elle, s'accompagne de questions terrifiantes. Dans quelles conditions Clovis et Léandre auraient-ils pu survivre si longtemps dans un endroit si reculé? Et surtout, pourquoi n'ont-ils jamais donné signe de vie s'ils étaient encore en mesure de le faire? Le vendredi 11 mars au petit matin, l'opération d'exploration de la gorge mystérieuse peut enfin commencer. L'équipe rassemblée est impressionnante. 8 gendarmes du GIM, 4 spéléologues civils volontaires, 2 médecins, le docteur Charvet avec son matériel d'écoute, Margot en qualité d'observateur et le capitaine Lacroix qui coordonne l'ensemble. La progression s'avère encore plus difficile que prévu. Le couloir d'accès à la gorge, déjà complexe à négocier, débouche sur un à-pic de plus de 60 mètres qu'il faut descendre en rappel. L'installation des cordes et des points d'assurage prend plusieurs heures, chaque geste devant être parfaitement sécurisé dans cet environnement hostile. Vers midi, les premiers gendarmes atteignent enfin le fond de la gorge. Ce qu'ils découvrent dépasse toutes leurs attentes et explique instantanément pourquoi cette zone n'avait jamais été explorée. La gorge se transforme en véritable canyon souterrain,
avec des parties totalement couvertes par des surplombs rocheux qui la rendent invisible depuis la surface. Mais surtout, des indices indiscutables d'activité humaine récente sont immédiatement visibles. Des traces de pas dans la terre humide, des empreintes de véhicules tout-terrain sur les rares zones plates, des câbles électriques dissimulés le long des parois rocheuses. Tout indique qu'un groupe organisé utilise cet endroit secret depuis une période prolongée. Plus troublant encore, l'exploration révèle l'existence d'un tunnel artificiel creusé dans la roche, fermé par une lourde porte métallique équipée de plusieurs serrures de sécurité. Quand cette information remonte par radio jusqu'à la surface, l'émotion de Margot confine à l'évanouissement. Son frère et Léandre se trouvent-ils derrière cette porte, vivants après presque 3 ans de captivité? Ou cette installation mystérieuse cache-t-elle des secrets encore plus sombres que tout ce qu'elle avait pu imaginer? Le commandant du GIM prend la décision d'attendre les renforts avant de tenter d'ouvrir cette porte blindée. L'installation découverte suggère une organisation bien plus complexe que tout ce qu'ils avaient envisagé. En attendant l'arrivée d'équipements spécialisés depuis Toulouse, les gendarmes sécurisent le périmètre et explorent méticuleusement les environs immédiats. Cette exploration révèle progressivement l'ampleur stupéfiante de l'installation cachée. Le tunnel principal, creusé sur une profondeur d'au moins 50 mètres dans la roche calcaire, n'est que la partie visible d'un complexe souterrain beaucoup plus vaste. Des conduits d'aération discrets, des arrivées d'eau détournées depuis une source naturelle, un système électrique alimenté par des panneaux solaires dissimulés sur les hauteurs. Tout indique une construction planifiée et réalisée sur plusieurs années. Vers 16 heures, les bruits mécaniques habituels reprennent depuis l'intérieur du complexe. Cette fois, les gendarmes peuvent les entendre directement, sans intermédiaire technologique. Il s'agit indiscutablement de bruits d'outils sur la roche, marteau-piqueur, perceuse, probablement une bétonnière. Ces sons confirment que des personnes travaillent actuellement à l'intérieur, poursuivant méthodiquement un projet de construction souterraine. Plus troublant encore, les voix humaines captées par les micros directionnels permettent d'identifier au moins 4 ou 5 personnes différentes. Les bribes de conversations audibles, bien que déformées par l'écho, sont en français avec un accent du sud-ouest. Les gendarmes distinguent des ordres techniques précis. Amène le ciment sur la gauche. Il faut renforcer cette poutre. Vérifie la ventilation du secteur 3. L'arrivée des spécialistes de l'ouverture de serrures, vers 18 heures, marque le début de la phase la plus délicate de l'opération. Mais au moment où ils s'apprêtent à intervenir sur la porte blindée, celle-ci s'ouvre brutalement de l'intérieur. Un homme âgé d'une 50aine d'années, barbu, sale, visiblement surpris et effrayé, apparaît dans l'encadrement. « Ne tirez pas! Nous ne sommes pas armés !» crie-t-il immédiatement en levant les mains. Sa voix tremble, ses yeux passent nerveusement d'un gendarme à l'autre. Il porte des vêtements de travail crasseux et des chaussures de sécurité. Derrière lui, dans la pénombre du tunnel, d'autres silhouettes se devinent. Le commandant du GIM prend immédiatement le contrôle de la situation. Gendarmerie nationale. Sortez tous, les mains bien visibles. L'homme obéit, suivi de 4 autres personnes, 3 hommes et une femme, tous âgés de 40 à 60 ans, tous dans le même état de saleté et de fatigue. Leurs visages expriment un mélange de peur, de résignation et, étrangement, de soulagement. Mais ce que découvrent ensuite les gendarmes, en pénétrant dans le complexe souterrain, dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le tunnel principal débouche sur une série de salles spacieuses, parfaitement aménagées, équipées d'électricité, de ventilation, de sanitaires rudimentaires mais fonctionnels. Des lits de camp, des réserves de nourriture pour plusieurs mois, des outils industriels, des armes de chasse, tout indique une installation conçue pour abriter un groupe pendant une période prolongée. Et dans la 3e salle, assis sur des chaises rudimentaires devant un établi improvisé, ils découvrent enfin Clovis et Léandre. Les 2 hommes sont vivants, mais dans un état physique et psychologique préoccupant. Amaigris, barbus, les cheveux longs et emmêlés, ils portent des vêtements de travail usés qui ne sont pas les leurs. Leurs yeux expriment un mélange complexe d'espoir, de peur
et d'épuisement. Quand ils reconnaissent les uniformes de gendarmerie, Clovis fond immédiatement en larmes, tandis que Léandre reste prostré, comme s'il n'arrivait pas à croire que ce moment arrive enfin. « Margot, est-ce que Margot va bien ?» sont les premiers mots que prononce Clovis, d'une voix brisée. Le gendarme qui lui répond confirme que sa sœur se trouve à la surface et qu'elle va bien. Cette nouvelle provoque une crise de sanglots incontrôlable qui révèle l'ampleur du traumatisme psychologique subi. Léandre, lui, met plusieurs minutes avant de pouvoir articuler une phrase cohérente. Quand il y parvient enfin, ses propos révèlent l'horreur de leur situation. Ils nous ont dit que nos familles nous croyaient morts, que personne ne nous cherchait plus, qu'on ne pouvait plus vivre dans le monde extérieur. L'évacuation médicale d'urgence est immédiatement organisée. Les deux hommes, bien qu'affaiblis, peuvent marcher et ne présentent pas de blessures graves apparentes. Mais leur état psychologique nécessite une prise en charge spécialisée immédiate. Pendant qu'ils sont téléportés vers l'hôpital de Tarbes, les gendarmes procèdent à l'arrestation des 5 membres du groupe et commencent l'exploration systématique du complexe souterrain. Ce qu'ils découvrent dans les heures suivantes révèle l'existence d'une communauté survivaliste radicale qui préparait méthodiquement la fin du monde civilisé. Le leader du groupe, Henri Lacoste, ancien militaire de 54 ans, avait développé une obsession pour l'effondrement imminent de la société industrielle. Persuadé que seuls les groupes autonomes et cachés survivraient aux catastrophes à venir, il avait recruté 4 autres personnes partageant ses convictions extrémistes. Depuis 5 ans, ce groupe creusait clandestinement ce complexe souterrain, destiné à leur servir de refuge autonome pendant les temps sombres. Mais leur projet nécessitait des compétences techniques qu'aucun d'entre eux ne possédait. Expertise météorologique pour prévoir les risques climatiques, compétences en acoustique pour détecter les menaces extérieures, connaissances en électronique pour maintenir leurs équipements. L'interrogatoire d'Henri Lacoste et de ses complices révèle progressivement la mécanique horrifiante de l'enlèvement de Clovis et Léandre. Le groupe surveillait depuis plusieurs mois les randonneurs solitaires qui s'aventuraient dans les secteurs reculés des Pyrénées, cherchant des proies possédant les compétences techniques dont ils avaient besoin pour leur projet délirant. Le 18 juillet 2019, ils avaient repéré les 2 amis grâce à des jumelles depuis un poste d'observation aménagé sur les hauteurs de la vallée de Géret. Leur conversation, partiellement audible grâce à du matériel d'écoute militaire, avait révélé leurs professions respectives. Henri Lacoste avait immédiatement compris l'intérêt de capturer un météorologue et un ingénieur du son pour son projet. L'enlèvement lui-même avait été minutieusement préparé. Profitant de leur connaissance parfaite du terrain et de l'isolement des 2 randonneurs, les survivalistes les avaient pris en embuscade près du col, les menaçant avec des armes de chasse. Contraints d'abandonner leur équipement personnel, Clovis et Léandre avaient été conduits, sous la menace jusqu'au complexe souterrain, encore en construction. Les premières semaines de captivité avaient été les plus difficiles psychologiquement. Leurs ravisseurs leur avaient fait croire que leur famille ne les cherchait plus, que les autorités avaient classé l'affaire, qu'ils étaient officiellement considérés comme morts. Cette manipulation psychologique, combinée à l'isolement total et aux menaces constantes, avait progressivement brisé leur résistance. Henri Lacoste avait ensuite mis en place un système de chantage sophistiqué. En échange de conditions de vie correctes et de la promesse de retrouver un jour leur liberté, Clovis et Léandre devaient collaborer au perfectionnement du complexe souterrain. Le météorologue était chargé de prévoir les conditions climatiques pour optimiser les périodes de travaux extérieurs et minimiser les risques de détection. L'ingénieur du son devait concevoir un système d'alerte acoustique capable de détecter l'approche d'intrus. Cette collaboration forcée avait duré 2 ans et demi, pendant lesquels les 2 hommes avaient vécu dans l'espoir constant d'une libération qui ne venait jamais. Leurs ravisseurs, de plus en plus paranoïaques au fil du temps, avaient fini par considérer qu'ils en savaient trop sur leur organisation pour pouvoir jamais être relâchés. Cette évolution vers un enfermement définitif
explique l'état de désespoir dans lequel les gendarmes les avaient trouvés. L'expertise psychiatrique de Clovis et Léandre, réalisée dans les semaines suivant leur libération, révèle des traumatismes psychologiques profonds, mais pas irréversibles. Le syndrome de Stockholm, la dépression, l'anxiété généralisée nécessiteront des mois de thérapie intensive, mais leur jeunesse et le soutien inconditionnel de leur famille permettent d'envisager une récupération progressive. Margot, qui a pu embrasser son frère le soir même de sa libération, témoigne de l'émotion indescriptible de ces retrouvailles. Quand j'ai vu Clovis sortir de cet hélicoptère, j'ai eu l'impression de revivre. Pendant 2 ans et demi, une partie de moi était morte avec sa disparition. Aujourd'hui, je peux enfin recommencer à respirer normalement. Le procès d'Henri Lacoste et de ses complices se déroule 6 mois plus tard devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Les charges retenues sont lourdes: enlèvement et séquestration en bande organisée, détention d'armes sans autorisation, construction illégale en zone protégée. Le leader du groupe écope de 20 ans de réclusion criminelle. Ses complices de peine comprises entre 12 et 15 ans. Mais au-delà des sanctions pénales, cette affaire révèle des failles inquiétantes dans la surveillance des zones reculées des Pyrénées. Comment un groupe a-t-il pu creuser un complexe souterrain de cette ampleur pendant 5 ans sans être détecté? L'enquête administrative qui suit met en évidence la nécessité de renforcer la surveillance des secteurs isolés et d'améliorer la coordination entre les différents services de sécurité. Le retour à la vie normale s'avère long et difficile pour Clovis et Léandre. Le premier reprend progressivement son travail à Météo France, mais demande sa mutation vers un poste de bureau, incapable de retourner en montagne pour l'instant. Le second abandonne définitivement son activité d'ingénieur du son, l'association entre les sons et son traumatisme étant trop forte. Il se reconvertit dans l'enseignement de la musique, trouvant dans cette nouvelle voie une forme d'apaisement. Leur amitié, paradoxalement, sort renforcée de cette épreuve. Partager un traumatisme aussi intense a créé entre eux des liens indéfectibles. Ils suivent ensemble une thérapie de groupe et envisagent d'écrire un livre sur leur expérience, espérant aider d'autres victimes de séquestration. L'installation souterraine découverte dans la gorge de Géret est démantelée par les services de l'État. Le site, rendu à son état naturel, fait désormais l'objet d'une surveillance particulière. Mais cette affaire marque profondément la région, révélant que même dans nos montagnes, les plus familières peuvent se cacher des secrets terrifiants. Aujourd'hui, 4 ans après leur libération, Clovis et Léandre ont reconstruit leur vie. Ils ne sont plus les mêmes hommes qu'avant leur enlèvement, mais ils ont retrouvé goût à l'existence. Clovis s'est marié et attend son premier enfant. Léandre a créé une école de musique qui connaît un grand succès. Tous deux témoignent régulièrement auprès des forces de l'ordre pour améliorer les protocoles de recherche de personnes disparues. Cette histoire extraordinaire nous rappelle que la réalité peut parfois dépasser la fiction la plus audacieuse. Elle révèle aussi la capacité de l'être humain à survivre dans les conditions les plus extrêmes et l'importance cruciale de ne jamais abandonner l'espoir, même quand toutes les pistes semblent épuisées. Les bruits détectés par les capteurs sismiques en mars 2022 ont finalement permis de résoudre l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire récente des Pyrénées. Sans cette technologie de pointe et sans l'obstination de Margot Beaumont, Clovis et Léandre seraient probablement morts dans leur prison souterraine, oubliés de tous. Cette histoire nous montre comment la technologie moderne peut parfois révéler des secrets que la montagne gardait jalousement cachés. Elle illustre aussi l'importance de ne jamais cesser de chercher nos proches disparus, car l'espoir peut renaître là où on l'attend le moins. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous imaginé une telle explication au bruit mystérieux détecté dans cette gorge isolée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Mettez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux mystères résolus de nos montagnes.